À l'intérieur d'une faille dimensionnelle, 3 membres du groupe de héros, Goran, Eric et Lac, étaient engagés dans un combat depuis plusieurs mois d'affilée, et ils étaient enfin parvenus à infliger des dégâts significatifs, en sectionnant le bras du Seigneur Démon et en le forçant à battre en retraite pour l'instant. Goran est un peu déçu de ne pas avoir pu tuer le Seigneur Démon sur le coup, mais avec une blessure de ce genre, le Seigneur Démon ne lancera pas de nouvelles attaques de sitôt, ils pensent donc qu'ils peuvent enfin se reposer tranquillement et retourner voir leur famille. Parce que cette bataille a traîné bien plus longtemps que prévu, à tel point qu'Eric a manqué la naissance de son enfant, et que Goran craint que sa fille ne se souvienne plus de son visage, Lac, lui, n'a pas ce genre de souci, puisqu'il n'a jamais eu ne serait-ce qu'une petite amie, et encore moins une famille. La seule chose qui ait jamais vraiment compté pour Lac, c'est sa recherche, alors il dit qu'il n'a pas envie de fonder une famille, mais les autres lui disent qu'il devrait essayer, parce qu'avoir des gens qui vous attendent à la maison rend la victoire et la survie au combat bien plus précieuse. Cependant, dire cela à voix haute a probablement porté la poisse, car une seconde plus tard, les trois sont confrontés à une horde massive de démons, et ils sont absolument terrifiés, car ils n'avaient aucune idée qu'il en restait autant. Impossible de partir comme ça, alors Goran et Eric se préparent tous les deux à se battre jusqu'à leur dernier souffle, mais Lac a une autre idée en tête. Il n'a peut-être pas voulu de famille, mais il comprend à quel point les familles de Goran et Eric sont importantes pour eux, et les chances qu'ils survivent tous à une bataille comme celle-ci, alors qu'ils sont déjà épuisés par les combats précédents, sont minces, alors il veut au moins s'assurer qu'ils pourront rentrer chez eux, même s'il doit rester derrière. Il dit à Eric et Goran de lui laisser les choses ici, mais les deux refusent catégoriquement, car ils ne peuvent pas abandonner leur ami. Cependant, Lac leur rappelle que le Seigneur Démon n'a pas encore été vaincu, et bien qu'il ait été blessé, quand il se rétablira, ils auront besoin de la force du héros pour le retenir, alors ils ne peuvent pas mourir ici. Goran comprend le raisonnement de Lac, mais même si cela peut être vrai pour un héros comme Eric, Goran n'est qu'un guerrier, alors s'il dit qu'il va rester et se battre, Lac lui rappelle alors qu'il a une fille à la maison dont il doit s'occuper, alors il ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Eric et Goran refusent toujours d'abandonner leur ami, et Lac s'attendait à une telle réaction, alors il utilise sa magie pour créer un mur de roche afin de sceller l'entrée de la grotte et empêcher Eric et Goran de défoncer le passage. Il crie à Lac à travers le mur de ne pas faire de bêtises, tout en essayant de franchir la barrière, mais en vain, et de l'autre côté, Lac se lance tête baissée dans la bataille contre les démons. Plusieurs jours passent, et Lac a réussi à survivre jusqu'ici, mais il approche de sa limite, et pour empirer les choses, il est pris au dépourvu par l'un des généraux démons, qui commence alors à drainer le mana de Lac avec une compétence de toucher drainant. Ce seul contact élimine une grande partie des réserves de mana de Lac, il n'y a donc aucun moyen qu'il puisse continuer à se battre ainsi. Heureusement pour Lac, il possède une compétence d'apprentissage qui lui permet d'apprendre toute compétence utilisée contre lui, il est donc capable de copier la compétence de toucher drainant et de l'utiliser pour drainer autant d'énergie que possible du général démon, ce qui réduit ce dernier en poussière. Ayant acquis la compétence de toucher drainant, les chances de survie de Lac semblent bien meilleures maintenant, puisqu'il a un moyen de récupérer en plein combat, et il va certainement en avoir besoin, car il sait qu'il lui faudra une éternité pour traverser cette énorme horde de démons. Lac continue de se battre pendant des semaines et des mois sans la moindre pause, et il a déjà perdu la notion du temps après être resté si longtemps sous terre. Chaque fois qu'il manque d'énergie, il utilise le toucher drainant sur l'un des démons pour récupérer, et chaque fois qu'il a sommeil, il lance un sort appelé marionnette sur lui-même pour forcer son corps à continuer le combat même lorsqu'il est inconscient. De cette manière, il est devenu moins un humain et plus une machine à tuer sans cervelle dont le seul but est d'éliminer tous les démons, et 10 ans plus tard, Lac est sur le point d'atteindre cet objectif. Il a déjà éliminé la grande majorité de l'armée démoniaque, et maintenant le seul restant est le roi démon lui-même. La magie de feu du roi démon n'est pas une blague, alors Lac prévoit de réduire la distance et d'utiliser le toucher drainant sur lui pour récupérer un peu d'abord, mais le roi démon s'y attend déjà, donc au moment où Lac entre en contact avec son corps, il utilise la magie pour annuler son toucher drainant. Cela laisse Lac incapable de se soigner, et si les choses continuent ainsi, il ne faudra que peu de temps avant qu'il ne s'épuise. Il échange quelques coups de plus avec le Seigneur Démon, et le Seigneur Démon finit par briser la lame de Lac, mais il dit qu'il n'en a pas vraiment besoin, puisqu'il est de toute façon un mage, et il procède à lancer un sort de flamme infernale directement sur le roi démon. Le sort parvient en fait à étourdir le roi démon, alors Lac s'approche et lance un autre sort de flamme infernale juste devant le corps du Seigneur Démon. Cette fois, le Seigneur Démon utilise la magie pour se défendre contre les flammes, mais à ce moment-là, Lac lance simultanément le sort de toucher drainant, et le Seigneur Démon n'est pas capable de se défendre contre les deux en même temps. Il se retrouve donc bloqué dans une impasse où Lac draine constamment l'énergie du roi démon pour maintenir son sort de flamme infernale, et Lac est prêt à rester là aussi longtemps qu'il le faudra pour vaincre le roi démon. Lac a maintenu ses sorts pendant d'innombrables jours jusqu'à ce qu'il ait enfin vidé toutes les réserves de mana du Seigneur Démon, et lorsqu'il a enfin repris conscience et réalisé qu'il avait réellement gagné,
il a saisi l'épée du roi démon et a célébré sa victoire. Maintenant qu'il avait vaincu le roi démon, il pouvait enfin rentrer chez lui, mais il y a un petit problème à cela, puisqu'il ne sait pas où il se trouve actuellement. Il suppose qu'il finira probablement par tomber sur une ville s'il suit la route, mais il a perdu sa carte d'aventurier et tous ses effets personnels pendant le combat, il n'a donc aucun moyen de s'identifier. Lac finit par arriver à la capitale royale, et il trouve qu'elle a l'air très différente de la dernière fois qu'il l'a vue, mais il n'y prête pas trop attention et décide d'y entrer. Cependant, il a oublié qu'il portait toujours l'épée du seigneur démon, alors quand les gardes le voient, ils paniquent et lui disent de s'arrêter. Lac s'arrête et leur demande si quelque chose ne va pas, et voyant que Lac n'a pas d'intention malveillante, les gardes attribuent cela à une simple étourderie innocente et l'aident à envelopper son épée pour qu'il n'effraie pas les gens en ville. Ils ont même eu la gentillesse de lui donner des vêtements de rechange qu'ils avaient sous la main, et Lac est reconnaissant pour ce geste gentil, car il n'avait pas d'argent pour acheter de nouveaux vêtements pour le moment. Il commence alors à marcher dans la ville, et la première chose qu'il veut faire est de passer chez Goran pour voir comment lui et sa famille vont, mais quand il arrive, il trouve un immense manoir. Il frappe à la grille et demande à voir Goran, mais le majordome de Goran lui demande s'il a un rendez-vous, et Lac n'en a pas, alors il dit qu'il ne pourra pas rencontrer Goran aujourd'hui. Lac lui dit qu'il est sûr que Goran voudra faire une exception pour un vieil ami, mais quand le majordome l'entend dire cela, il suppose que Lac n'est qu'un arnaqueur essayant d'usurper l'identité du grand saint Lac, alors il lui dit de dégager, et Lac n'a d'autre choix que de partir. Alors qu'il marche dans la ville, il aperçoit par hasard une statue géante, et il ne se souvient pas quelle était la dernière fois qu'il était dans la capitale, alors il demande à un passant au hasard qui c'est. L'homme est d'abord choqué que Lac ne sache pas qui est la statue, mais après l'avoir regardée, il suppose que Lac est un gamin de la campagne qui n'a jamais appris cela, alors il explique que voici une statue du grand saint Lac, l'homme dont le sacrifice noble a sauvé le monde entier à lui seul. Lac est complètement abasourdi, car il n'avait aucune idée qu'il était devenu si célèbre, et c'est aussi un énorme problème pour lui, car si tout le monde croit qu'il est mort il y a 10 ans, il va avoir du mal à vérifier son identité. Après tout, qui croirait qu'il a réussi à survivre et à se battre sans arrêt pendant 10 ans? Pour l'instant, il se rend juste à la guilde pour voir ce qu'il peut faire pour sa réinscription d'aventurier, mais alors qu'il s'apprête à parler à la réceptionniste, Goran apparaît soudainement à sa recherche, les larmes aux yeux, attrape Lac et l'entraîne dans une pièce privée. Il avait entendu parler de la visite de Lac chez lui, alors il est venu voir par lui-même, et il a reconnu Lac dès qu'il l'a vu. Il dit qu'il est si heureux de l'avoir de retour, et Lac est surpris de voir à quel point Goran a vieilli maintenant, mais Goran dit que cela fait 10 ans, donc bien sûr qu'il a l'air plus vieux. Il apporte un plat de nourriture à Lac, car il dit qu'il a vraiment faim, et Lac est ravi de pouvoir enfin manger de la vraie nourriture, car tout le temps où il était bloqué dans le combat, il se sustentait grâce à l'énergie drainée des démons, mais son estomac était toujours vide. Cependant, après avoir entendu cela, Goran l'arrête et dit à Lac que ce n'est pas une bonne idée d'en faire trop avec de la nourriture solide s'il n'a vraiment pas mangé depuis 10 ans. Il demande à son majordome d'aller chercher à Lac une bouillie de riz qui sera facile à digérer, et peu de temps après, la bouillie arrive, mais celui qui l'apporte n'est pas le majordome, mais Eric. Lac est heureux de revoir Eric après tout ce temps, et Eric est tout aussi heureux de voir que Lac a réussi à survivre, mais après s'être calmé, il ressent le besoin de lui demander comment il a fini dans cet état, car non seulement il n'a pas vieilli du tout au cours des 10 dernières années, mais Eric jurait que Lac a même l'air beaucoup plus jeune qu'au début. Lac ne comprend pas de quoi il parle au début, mais ensuite il se regarde dans le miroir, et il réalise qu'il a vraiment l'air beaucoup plus jeune qu'avant. Maintenant qu'il y pense, il se souvient qu'il a absorbé une grande quantité de force vitale du seigneur démon quand il le combattait, cela a donc peut-être été ce qui l'a rajeuni. Eric et Goran restent figés en entendant que Lac a réellement vaincu le roi démon, et ils expliquent que le royaume renforçait son armée en prévision du retour éventuel du roi démon. Cependant, si Lac a vraiment tué le roi démon, alors Eric dit qu'en tant que roi, il lui doit une récompense. Lac est stupéfait un instant quand il apprend qu'Eric est maintenant le roi. Bien qu'il se souvienne qu'Eric avait mentionné qu'il était un royal à un moment donné, et apparemment, après son retour, le roi précédent a estimé qu'il méritait ce titre pour avoir repoussé le seigneur démon, il a donc été couronné roi. Quant à Goran, il est devenu le maître de la guilde des aventuriers, alors Lac pense qu'ils s'en sont tous deux plutôt bien sortis, mais ils lui disent qu'il est tout aussi réussi qu'eux, car il a été nommé grand sage et sauveur du monde. Il a même reçu le titre d'archiduc sur recommandation d'Eric, et il est surpris d'apprendre qu'Eric a réussi à convaincre les autres nobles de lui laisser recevoir un tel titre, car il se souvient à quel point ils étaient pointilleux sur le fait qu'il soit un roturier, mais après tout, à l'époque il pensait que Lac était mort, c'était donc plus un geste symbolique. Si c'est le cas, alors Lac demande si son retour à la vie ne va pas causer de problème parmi la noblesse, et maintenant qu'Eric et Goran y pensent, ils pensent que cela va effectivement poser problème, mais Lac leur dit de ne pas s'en faire, car il ne veut pas vraiment être sous les feux de la rampe, donc il est d'accord pour qu'il fasse comme s'il était toujours mort. Après tout, il n'avait ni amis ni famille qui auraient pu s'inquiéter pour lui.
Eric lui demande ce qu'il compte faire maintenant, et Lac dit qu'il pensait en fait recommencer à zéro en tant qu'aventurier. Goran utilise quelques relations et fait fabriquer une carte de guilde spéciale pour Lac, qui cachera sa classe S de mage suprême et n'affichera que sa classe F de guerrier, et avec cela, Lac se rend à la guilde pour entreprendre sa première quête. Cependant, quand la réceptionniste, Aaron, découvre qu'il veut entreprendre une quête d'extermination de gobelins tout seul, elle refuse de le permettre, car elle a vu trop d'aventuriers novices mourir à cause de leur excès de confiance. Lac ne peut pas exactement lui dire qu'il est vraiment de rang S, alors il se retrouve forcé de faire équipe avec 2 novices nommés Ario et Ginny, un mage et un éclaireur archer, et bien qu'il ait voulu partir en solo à l'origine, il décide qu'il peut aussi bien aider à former les novices pendant qu'il y est. Il fait la connaissance des 2 alors qu'ils partent en voyage, et il découvre que Ginny est en fait assez bonne en éclairage, il ne leur faut donc pas longtemps pour localiser le nid de gobelins. Ils y entrent et commencent à éliminer autant de gobelins que possible, mais il y en a beaucoup plus ici que Ginny ne l'avait prévu, et soudain, ils entendent le cri d'un hobgoblin venant du fond de la caverne. Lac a le sentiment qu'il y a encore quelque chose de plus fort là-dedans, mais avant qu'il puisse mettre le doigt dessus, il entend le bruit d'une jeune épéiste chargeant le hobgoblin, et il semble qu'elle soit également venue détruire le nid de gobelins. Les autres sont impressionnés par la force de la jeune fille, mais Lac voit qu'il va être dangereux s'il reste ici, alors il leur dit de sortir d'ici. Ils sont bien conscients du fait qu'ils n'ont aucune chance contre cette chose, alors ils acceptent de partir sans discuter. Pendant ce temps, Lac s'avance à découvert et crie à la jeune fille, lui demandant si elle a besoin d'aide, mais elle lui dit qu'elle est plus que capable de gérer ce type toute seule, donc elle n'a pas besoin de son aide. Puisqu'elle veut s'en occuper seule, Lac décide de rester en dehors du combat pour l'instant, mais alors que la bataille s'éternise, Sia n'a encore fait aucun progrès significatif, et Lac lui demande à nouveau si elle est sûre de ne pas vouloir son aide. Sia insiste sur le fait qu'elle est parfaitement capable de gagner ce combat, mais cela ne semble pas être le cas du point de vue de Lac, car il peut voir que son épée ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Un instant après qu'il ait dit cela, l'épée de Sia finit par se briser en morceaux, et comme elle est maintenant en réel danger, Lac décide finalement d'intervenir et abat le monstre en un instant, le tranchant en 4 parties. La jeune fille est émerveillée par la force de Lac, et elle réalise qu'elle a été plutôt impolie avec lui plus tôt, alors elle redresse sa posture et se présente formellement comme la fille de Danton, le chef de la tribu des bêtes de l'Est. Elle remercie ensuite Lac de lui avoir sauvé la vie et lui demande qui il est, ce à quoi Lac déclare fièrement qu'il n'est qu'un aventurier de rang F. Sia traite immédiatement Lac de menteur, car il est impossible qu'il soit un aventurier de rang F alors qu'il est si fort, mais il sort alors sa carte de guilde pour prouver qu'il est vraiment de rang F. Elle demande comment c'est possible, puisqu'il est bien trop puissant pour être de rang F, mais Lac dit que c'est une longue histoire. Il demande ensuite à Sia quel est son rang, et elle l'informe qu'elle est de rang B, mais après avoir découvert que Lac est si fort, elle a un peu honte d'elle-même de lui avoir dit de rester en dehors du combat plus tôt. Lac lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour ça, puisqu'il sait qu'elle n'a dit ça que parce qu'elle pensait qu'il était un aventurier débutant et qu'elle ne voulait pas qu'il se blesse, et compte tenu de ce qu'elle savait à ce moment-là, c'était la bonne décision à prendre. Cela mis à part, Lac lui demande si elle peut lui parler du monstre qui se cache plus profondément dans la grotte, et Sia se fige un peu en entendant cette question. Lac l'avait entendu appeler le seigneur gobelin un sous-fifre plus tôt, et cela doit signifier qu'il y a quelque chose d'encore plus puissant que lui par ici, donc il veut s'en occuper. Sa mission était peut-être simplement d'exterminer les gobelins, mais s'il y a quelque chose ici qui pourrait représenter une menace pour les villageois des environs, alors il veut y mettre fin. Sia dit à Lac que vaincre le monstre ne va pas être aussi simple, car ce à quoi ils font face est un seigneur vampire. Lac réfléchit à ce qu'il sait des seigneurs vampires, et avec leur vitalité incroyablement élevée et leur capacité à se transformer, il peut voir que cela va vraiment être un adversaire problématique, mais si Sia savait qu'il y avait un seigneur vampire ici depuis le début, alors Lac demande pourquoi elle a pris la peine d'essayer de le combattre en premier lieu, car c'est définitivement trop fort pour qu'elle puisse le battre. Après tout, elle avait tellement de mal contre le seigneur gobelin plus tôt. Sia était bien consciente de la façon dont le rapport de force était déséquilibré, mais elle a quand même insisté pour le combattre, car c'est quelque chose sur lequel elle ne peut pas reculer. Lac n'est pas vraiment intéressé par l'histoire de Sia, alors il décide d'en rester là et de ne pas poser de questions supplémentaires, mais Sia décide de lui raconter son histoire quand même. Elle explique que sa famille est issue d'une longue lignée de chasseurs de vampires, et il y a quelque temps, ils chassaient un groupe particulier de vampires, et ils avaient presque gagné la bataille, à tel point qu'il ne restait plus qu'un seul vampire, mais comme le chef était blessé, ils ont été forcés de battre en retraite, laissant ce dernier s'échapper, et ce dernier se trouvait être le seigneur vampire qui se cache dans ces grottes. Elle veut restaurer l'honneur de sa famille en éliminant le vampire une fois pour toutes. Si c'est le cas, alors Lac demande ce qui se passe si lui, en tant qu'étranger, l'aidait à vaincre le seigneur vampire, puisqu'il suppose qu'une telle chose l'empêcherait de restaurer l'honneur de sa tribu comme elle le voulait, mais Sia lui dit en réalité que peu importe qui tue le vampire, tant qu'il meurt, donc elle est autorisée à accepter de l'aide.
Dans ce cas, Lac lui tend son épée et lui dit de l'utiliser, puisqu'elle ne peut pas se battre sans arme, et quand elle demande ce qu'il va utiliser s'il lui donne son épée, Lac lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est encore assez fort à main nue. Au début, Sia suppose que Lac doit bluffer en disant qu'il peut se battre à main nue et qu'il voulait juste trouver une excuse pour la laisser affronter le seigneur vampire pour son honneur, mais en réalité, Lac est vraiment fort à main nue, car il parvient à réduire complètement en miettes les quelques gobelins qu'il croise d'un seul coup de poing ou de pied. Sia n'arrive pas à croire à quel point Lac est fort, et Lac se souvient de ce qu'il ressentait à l'époque où il combattait encore avec les autres. Ils étaient tous les deux anormalement forts comparés à lui, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose à part lancer des sorts depuis l'arrière. Cependant, après avoir affronté l'armée du roi démon pendant 10 ans, il a été forcé de maîtriser les arts martiaux s'il voulait survivre, donc ce niveau est normal pour lui maintenant. Ils finissent par arriver dans la salle du seigneur vampire, et le seigneur vampire ricane à leur entrée, car il reconnaît Sia et lui dit qu'elle vise beaucoup trop haut si elle pense pouvoir le vaincre comme ça. Il a fallu tout ce que son père avait pour simplement égratigner le seigneur vampire, donc il n'y a aucun moyen que Sia puisse lui faire quoi que ce soit. Cependant, il veut la remercier de lui avoir fait la faveur d'amener un humain jusqu'ici. Le charme vampirique du vampire ne fonctionne pas sur les hommes bêtes, mais il est très efficace sur les humains, alors il tente immédiatement de lancer le sort sur Lac. Pendant qu'il fait cela, soudainement, les yeux de Lac deviennent vitreux, et le vampire suppose qu'il a dû déjà tomber sous son contrôle et lui ordonne d'avancer. Lac commence à marcher vers le vampire, et pendant qu'il fait cela, le vampire demande à Sia si elle préfère mourir de ses mains ou de celles de son ami, mais alors qu'il dit cela, soudainement, Lac tire son poing en arrière et frappe le vampire en plein visage. Il venait de faire semblant d'être sous le sort pour pouvoir s'approcher et attaquer, et le vampire n'a aucune idée de la façon dont Lac a réussi à résister au sort de charme, mais Lac dit simplement qu'il a toujours eu une très haute résistance aux affaiblissements, donc il n'est pas surpris que cela n'ait pas fonctionné. Le vampire est une fois de plus choqué, car il n'arrive pas à croire que la résistance naturelle de Lac ait suffi à vaincre l'hypnose d'un seigneur vampire, mais à ce sujet, Lac ne pense pas vraiment que le vampire mérite de s'appeler seigneur vampire, car rien de ce qu'il a montré jusqu'à présent n'est impressionnant. Lac dit simplement ce qu'il pense ici, mais le vampire prend énormément offense à cela et s'en prend à Lac, alors Lac l'envoie d'un coup de pied dans un mur. Cela rend le vampire encore plus en colère qu'il ne l'était déjà, alors il tente d'utiliser la magie pour aspirer la force vitale de Lac, mais Lac le voit venir et saute en l'air pour éviter d'être touché, avant d'activer un sort de super vitesse pour foncer droit devant le vampire. Maintenant qu'il est à portée, il commence à utiliser le toucher drainant sur le vampire pour l'affaiblir considérablement, le réduisant à l'état de simple coquille desséchée qui peut à peine parler. Le vampire n'arrive pas à croire qu'il a réellement perdu contre un humain, et il tente de s'échapper en se transformant en nuée de chauve-souris, mais Sia refuse de le laisser lui filer entre les doigts une seconde fois, alors elle s'élance et tranche le vampire en deux. Grâce aux propriétés spéciales de l'épée du seigneur démon, le vampire est incapable de régénérer comme d'habitude, et il finit par se réduire en poussière sur le sol. Après la mort du vampire, Sia remercie Lac de lui avoir laissé utiliser son épée et la lui rend, mais elle mentionne qu'elle a ressenti un étrange pouvoir émanant d'elle, et elle demande à Lac s'il a une idée de ce que c'était. Lac fait semblant d'ignorer et lui dit qu'elle a dû imaginer cela, car il ne veut pas révéler que cette épée appartenait en réalité au seigneur démon. Sia se dirige ensuite vers le tas de cendres du vampire et commence à y fouiller, alors Lac lui demande ce qu'elle fait, et elle explique qu'elle cherche le médaillon maudit que le vampire a laissé tomber. Lac n'a aucune idée de ce qu'est un médaillon maudit, puisque ces choses n'existaient pas il y a 10 ans, alors Sia lui explique que beaucoup de seigneurs vampires ont des médaillons comme celui-ci dans leur corps, et à chaque fois qu'ils sucent du sang ou tuent quelqu'un, le médaillon absorbe de l'énergie maudite. Juste à ce moment, une partie de la tête du vampire, qui ne s'était pas encore réduite en poussière, se met à rire et dit aux deux que même s'ils ont réussi à le vaincre, ils ne pourront pas vivre en paix, car le pouvoir de ce médaillon va bientôt ouvrir une faille dimensionnelle, et une fois le portail ouvert, d'innombrables démons surgiront et envahiront ce monde alors que le roi démon reviendra enfin. Lac se souvient à quel point les failles dimensionnelles peuvent être délicates, car il y a 10 ans, lorsque le seigneur démon a envahi pour la première fois, lui et les autres ont riposté jusqu'à ce que le seigneur démon se retire dans la faille dimensionnelle, et tous les trois ont réussi à le suivre à l'intérieur avant que le portail ne se referme. Il est possible de quitter la dimension démoniaque à tout moment avec le fonctionnement de la faille, mais l'humanité n'a jamais compris comment ouvrir une faille depuis la dimension humaine, c'est pourquoi les autres n'ont jamais pu revenir aider Lac pendant toutes ces années. L'idée qu'une autre faille s'ouvre est très désagréable pour Lac, alors il tranche nonchalamment le médaillon en deux avec l'épée du seigneur démon, et l'épée absorbe l'énergie maudite, ce qui signifie qu'aucune faille ne s'ouvrira de sitôt. Le vampire n'arrive pas à croire ce qu'il vient de voir, mais Lac continue en lui disant que même si une autre faille dimensionnelle s'ouvrait, aucun démon n'en sortirait, car il les a déjà tous tués. Le vampire est horrifié d'entendre cela, mais maintenant qu'il fait vraiment attention, il réalise que l'épée qu'utilise Lac est l'épée du seigneur démon,
et c'est là que cela lui vient enfin à l'esprit que Lak doit être le grand sage. Cependant, Lak ne veut pas que Sia découvre cela, alors il achève le vampire avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Lak essaie ensuite de changer de sujet en s'excusant auprès de Sia d'avoir coupé le médaillon en deux, et elle lui dit que ce n'est pas un problème, mais surtout, elle a entendu le vampire appeler Lak le grand sage tout à l'heure, et maintenant qu'elle y pense, cela expliquerait pourquoi Lak est si anormalement fort. Elle lui demande s'il est vraiment le grand sage, et au début, Lak essaie de le nier, mais il est finalement forcé d'avouer sa véritable identité. Il lui demande simplement de garder le secret pour lui, car il ne veut pas que le monde découvre qu'il est toujours en vie, et Sia jure que personne ne le saura jamais par elle. Après cela, il retourne à la guilde pour faire un rapport sur ce qui s'est passé lors de leur mission aujourd'hui, et la réceptionniste est choquée qu'ils aient réussi à obtenir autant de noyaux de gobelins, mais c'est simplement parce qu'il y avait plus de gobelins que prévu initialement. Il rapporte également ce qui s'est passé avec le seigneur vampire à la guilde, mais alors qu'ils partent, Sia demande à Lak s'il pourrait parler directement à Goran et lui raconter ce qui s'est passé. Lak demande pourquoi, puisqu'ils l'ont déjà signalé à la guilde, alors Sia lui dit qu'elle craint qu'il ne soit trop tard pour agir au moment où la guilde vérifiera l'histoire et la rapportera à Goran. Lak comprend son point de vue, donc quand il retourne au domaine de Goran, il lui montre la moitié du médaillon et le met au courant de tout ce qui s'est passé. Lak a pu empêcher un autre portail de s'ouvrir, mais le vampire a mentionné quelque chose à propos d'un dieu noir à un moment donné, et cela pourrait indiquer une autre invasion potentielle, donc ils doivent se préparer. Goran remercie Lak pour les informations et dit qu'il fera chercher l'origine du médaillon, car cela pourrait leur donner des indices sur les failles dimensionnelles, mais en attendant, il veut remercier Lak d'avoir pris soin de ses aventuriers débutants, car s'il n'avait pas été là, il ne serait jamais sorti vivant. Lak dit qu'il n'y a pas besoin de le remercier, et il s'apprête à partir, mais alors qu'il ouvre la porte, il trouve la fille de Goran, Célie, debout là. Goran pense que c'est l'occasion parfaite de présenter Lak à elle, mais avant qu'il ne puisse le faire, elle bougonne et s'en va. Lak demande ce que c'était que cette histoire, car on dirait vraiment qu'elle ne l'aime pas pour une raison quelconque, mais Goran suppose que son attitude doit être dirigée vers lui, car elle est en colère contre lui pour ne pas l'avoir laissé devenir aventurière. Il sait que Célie est compétente, mais être aventurière est une entreprise vraiment dangereuse, donc il voulait attendre que sa femme revienne de son voyage d'affaires pour qu'il puisse en discuter en famille, mais avec la façon dont Célie se comporte ces derniers temps, Goran a le sentiment qu'elle pourrait bien s'inscrire comme aventurière de son propre chef, et il ne peut pas exactement l'en empêcher. Alors il dit qu'il a une faveur à demander à Lak, il aimerait que Lak garde un œil sur Célie pour s'assurer qu'elle ne se mette pas en danger. Lak accepte de le faire, mais il a toujours le sentiment que Célie ne l'aime pas pour une raison quelconque. Le lendemain matin, il découvre pourquoi, car pendant le petit déjeuner, Célie prend soudainement la parole et accuse Lak d'être le fils illégitime secret de son père. Lak n'a aucune idée de la façon dont elle est arrivée à la conclusion qu'il est le fils illégitime de Goran, mais Célie pense que tout cela a parfaitement du sens. Après tout, Goran a justement fait venir Lak alors que sa femme était en voyage d'affaires. Il semble inhabituellement heureux depuis que Lak est revenu, et pendant qu'il était parti pour son voyage de 3 jours, Goran s'inquiétait sans cesse pour lui. Lak admet que cela semble un peu suspect, mais il ne peut pas laisser Célie continuer à penser que Goran a trompé sa femme, alors il essaie de dissiper le malentendu et d'expliquer qu'il n'est pas le fils de Goran et qu'il est en réalité bien plus âgé qu'il n'en a l'air. Cependant, Célie en déduit simplement que Lak doit être son grand frère. Dans une ultime tentative pour dissiper le malentendu, Lak décide de lui montrer sa carte d'aventurier pour prouver qu'il n'a pas le même nom de famille que Goran. Cependant, à travers une série d'acrobaties mentales, Célie en arrive à la conclusion que Goran n'a probablement pas encore reconnu Lak comme son fils, et elle se sent maintenant mal pour lui, alors elle promet de convaincre son père de reconnaître Lak. Elle est sûre que sa mère va être absolument furieuse quand elle l'apprendra, et Lak ne veut pas ruiner le mariage de son meilleur ami à cause d'un malentendu, alors il finit par décider de dire toute la vérité à Célie avant qu'elle n'aille raconter à tout le monde qu'il est le fils de Goran. Il demande au majordome de la famille de quitter la pièce un instant, et après qu'il soit parti, il sort sa carte de guilde et annule temporairement le masquage que Goran y avait mis, révélant qu'il est en réalité le grand sage de rang. Célie reste sans voix quand elle réalise que Lak est le grand sage qui a sauvé le monde, et Lak continue en expliquant qu'il vient juste de revenir de la faille dimensionnelle il y a quelques jours, ce qui explique pourquoi Goran était si content de le voir. Cependant, bien que Célie croit maintenant que Lak est le grand sage, elle en déduit d'une manière ou d'une autre que le grand sage a toujours été son frère, et Lak commence à en avoir assez, alors il crie sur Célie pour qu'elle se taise et l'écoute. Après une longue explication, Célie comprend enfin que Lak n'a aucun lien de parenté avec elle, et que Goran n'a trompé sa femme avec personne, et elle s'excuse d'avoir tiré des conclusions hâtives, mais Lak est juste soulagé qu'elle ait enfin compris. Avec une imagination aussi débordante, Lak comprend pourquoi Goran hésite tant à la laisser devenir aventurière, mais cela signifie aussi qu'elle a une forte volonté, donc pour voir de quoi elle est faite, Lak demande à Célie si elle aimerait partir à l'aventure avec lui.
Célie s'était déjà enregistrée comme aventurière dans le dos de Goran à ce moment-là, donc si Locke ne l'avait pas invitée à l'accompagner sur une mission relativement sûre, elle aurait fini par accepter une mission par elle-même à un moment donné. Ils arrivent bientôt au village qui a fait la demande auprès de la guilde, et d'après ce qu'ils ont appris du chef du village, on a récemment aperçu toutes sortes de bêtes mythiques, y compris des hydres, des chimères et même des dragons. Pourtant, il n'y a encore eu aucune victime humaine. Le fait qu'un dragon soit impliqué rendrait normalement cette quête bien plus élevée que le rang E, mais comme aucun humain n'a été blessé, cela amène Locke à croire que le dragon, ainsi que les autres bêtes mythiques, doivent tous être des illusions. Il se dirige vers l'endroit précis où la plupart des observations ont eu lieu, et effectivement, après être entrés dans la forêt, ils sont soudainement arrêtés alors qu'un dragon géant se manifeste de nulle part. Célie est terrifiée quand elle voit le dragon, et elle demande à Locke s'il est sûr que cette chose est une illusion car elle lui semble bien réelle, mais Locke l'assure que c'est définitivement une illusion, puisqu'il ne ressent ni la masse ni la chaleur qui accompagne un vrai dragon. Cependant, il admet que cette chose est hyper réaliste, donc il ne blâme pas Célie de penser que c'est réel. Quoi qu'il en soit, il lui demande d'aller combattre l'illusion du dragon parce qu'il veut évaluer ses compétences, et Célie accepte, alors elle se précipite pour l'attaquer, mais quand son épée entre en contact, elle ne parvient pas à faire de dégâts car cette chose est assez solide pour une illusion. En la regardant se battre, Locke est impressionné par ce qu'il voit car, comme le dit Goran, Célie a vraiment les compétences d'un aventurier de rang B, mais il ne s'attendait pas à ce que l'illusion soit si bien faite quand il lui a demandé d'aller la combattre. La plupart des illusions agissent comme des fantômes semi-solides, mais cette chose est une masse entièrement solide de mana, c'est pourquoi Célie n'arrive pas à la détruire. Le dragon commence alors à préparer une explosion de feu, et Célie ne le remarque pas à temps pour s'écarter, alors elle se retrouve engloutie par des flammes imaginaires, et à ce moment-là, Locke décide d'intervenir, alors il s'élève dans les airs et vole juste à côté du dragon avant d'utiliser sa compétence à prendre pour copier la magie d'illusion car il est sûr qu'elle lui sera utile plus tard, et maintenant que c'est fait, il utilise toucher drainant sur le dragon, et comme le dragon est une masse solide de mana, son toucher drainant l'absorbe complètement. Maintenant que le dragon a disparu, Locke regarde Célie, qui roule toujours par terre parce qu'elle pense être en feu, et il lui dit qu'elle peut se lever maintenant. Célie est surprise de voir qu'elle n'a pas été brûlée du tout, mais Locke lui rappelle que le dragon n'était qu'une illusion, donc bien sûr, le feu était aussi faux, mais il explique que des situations comme celle-ci sont la raison pour laquelle il n'est pas conseillé d'attaquer une illusion de front, et qu'elle devrait plutôt se concentrer sur la recherche du lanceur d'illusions en premier, et d'ailleurs, Locke crie dans la forêt pour demander au lanceur d'illusions de se montrer car il veut lui parler. Locke l'assure qu'il est conscient que le lanceur d'illusions n'a blessé aucun villageois, donc il n'a pas l'intention de l'attaquer, mais comme c'est un travail de la guilde, il est tenu d'enquêter sur la raison pour laquelle les illusions apparaissent sans cesse. Il demande au lanceur s'il a une raison de faire cela, et après une courte pause, le lanceur répond, disant qu'il essaie de protéger quelque chose. Locke peut comprendre cela, mais il demande si cette chose qu'il essaie de protéger peut être déplacée, et le lanceur lui dit que la déplacer serait plutôt difficile, donc il ne peut pas le faire pour le moment. Honnêtement, Locke ne verrait pas d'inconvénient à laisser le lanceur tranquille ici, mais alors il devrait signaler à la guilde qu'il n'a pas réussi à aller au fond de l'affaire, et la guilde réassignerait simplement la mission à un autre groupe d'aventuriers, probablement un qui ne sera pas aussi compréhensif et qui pourrait essayer d'abattre le lanceur par la force. Le lanceur réalise que Locke a raison, alors il accepte de montrer à Locke la chose qu'il protège et se révèle. Célie recule à la vue du garçon car elle réalise qu'il est un démon et on lui a appris que tous les démons sont mauvais, mais Locke lui dit que c'est juste une vieille idée fausse car les démons sont fondamentalement des gens ordinaires qui sont généralement plus forts que les humains moyens. Locke demande à Lucira ce qu'il protège, alors il dit à Locke et Célie de le suivre pour leur montrer le chemin. En chemin, Locke demande à Lucira pourquoi il est prêt à leur faire confiance aussi facilement alors qu'ils viennent de se rencontrer, alors il explique que puisque ses illusions n'ont pas fonctionné sur Locke, il peut dire que Locke doit être un mage de haut niveau, bien plus fort que lui au minimum, et cela étant le cas, aurait été un jeu d'enfant pour Locke de l'éliminer s'il l'avait voulu. Pourtant, Locke a quand même choisi de discuter avec lui et n'a pas utilisé la force, donc Lucira a décidé qu'une personne aussi calme et rationnelle que lui méritait sa confiance. Lucira finit par les emmener vers d'anciennes ruines où quelqu'un nommé Gerberg se cache, et quand ils entrent, Célie et Locke sont surpris de découvrir que Gerberg est en fait un poulet. Lucira est offensée quand Célie appelle Gerberg un poulet et explique qu'il est en fait un volatile sacré doté de pouvoirs divins. Célie pense qu'il invente tout car il ressemble définitivement à un poulet, mais Locke lui couvre la bouche pour qu'elle n'offense plus Lucira et lui demande d'expliquer ce qu'il veut dire quand il dit que Gerberg a des pouvoirs divins. Lucira dit qu'il aimerait développer, alors il commence par expliquer qu'il vient d'une tribu de démons qui vivait autrefois dans le nord, et il vénérait Gerberg, le poulet divin, depuis des générations à ce stade car il possède le pouvoir de fermer les failles dimensionnelles, c'est pourquoi il a été confié à leur clan. En entendant cela, Locke se souvient de ce que ce vampire a dit à propos de nouvelles failles dimensionnelles qui s'ouvrent pour que le dieu démon puisse envahir,
et il semble que Gerberg soit un obstacle majeur à ce plan, donc il suppose que les vampires ont dû le cibler, et Lucira confirme qu'il a raison. Les choses étaient paisibles jusqu'à récemment dans son village, mais un jour ils ont soudainement été attaqués par un groupe de vampires, et tout le monde dans le village était mort en un rien de temps. Le seul qui a réussi à survivre était Lucira, donc le chef du village lui a confié Gerberg et lui a dit de fuir, alors Lucira a fui le village aussi vite qu'il le pouvait à la recherche d'un endroit sûr pour cacher Gerberg. Lac comprend tout cela, mais il demande à Lucira pourquoi il viendrait dans ces ruines parmi tous les endroits où il aurait pu aller, et Lucira explique que cet endroit était autrefois un temple sacré et il avait entendu dire qu'il y avait ici une barrière qui éloignerait les vampires. Lac demande si cela signifie qu'ils n'ont pas été attaqués du tout depuis leur arrivée, mais maintenant que Lucira y pense, des vampires sont quand même apparus malgré la barrière, et il ne sait pas pourquoi. Lac utilise sa magie et essaie d'inspecter la barrière, mais au lieu de cela, il découvre qu'il n'y a pas de barrière du tout, ce qui signifie que Lucira est complètement exposée ici. Comme cet endroit n'est pas sûr, Lac suggère à Lucira d'emmener Gerberg avec eux dans la capitale, et il promet de faire tout son possible pour les protéger. Comme preuve de ses capacités, il montre à Lucira l'épée du Seigneur Démon et l'informe qu'il est le grand sage, ce qui est une énorme surprise pour Lucira car il n'aurait jamais imaginé qu'il rencontrerait le grand sage, et encore moins que le grand sage lui offrirait de le protéger. Il accepte volontiers l'offre de Lac, donc le groupe se prépare à quitter les ruines ensemble, mais à peine sort-il que Lac sent soudainement quelque chose arriver et pousse Lucira hors du chemin juste avant d'attraper un démon dans les airs et de le repousser. Deux autres démons apparaissent bientôt aussi, et ils exigent de savoir qui Lac pense être pour interférer dans leur plan. Lac ne leur répond pas, mais comme il cherche clairement Lucira et Gerberg, il ne peut pas les laisser survivre car ils pourraient transmettre des informations à leur QG, alors il les frappe immédiatement avec des flèches magiques, et pendant qu'ils sont étourdis, il lance une flamme d'incinération sous eux. Cela tue instantanément deux d'entre eux, mais un réussit à survivre et commence à s'envoler tout en se transformant en un essaim de chauve-souris. Cependant, Gerberg saisit l'occasion pour activer ses pouvoirs, détruisant le vampire en un instant. Célie et Lac sont tous deux surpris par ce qui vient de se passer, alors ils demandent si c'était vraiment le pouvoir de Gerberg, et Lucira explique que le pouvoir de Gerberg, en plus de fermer les failles, lui permet de mettre fin de force à toute anomalie, donc quand le vampire essayait de se transformer en un essaim de chauve-souris, Gerberg a pu déstabiliser cette transformation, le tuant instantanément. Célie est confuse et demande pourquoi il fuit le vampire si Gerberg a un tel pouvoir, mais Lucira lui dit que le pouvoir ne fonctionne qu'après que le vampire a commencé à se transformer et est encore en pleine transformation, donc il ne fait pas grand-chose contre un vampire complètement transformé. Ils finissent par rentrer en ville, et quand ils arrivent à la porte de Goran, Lac trouve Sia qui l'attend là. Il est surpris de la voir de retour de son village si tôt, alors il lui demande si quelque chose s'est passé. Célie demande à Lac qui est cette fille, alors Lac la présente comme une aventurière de Rambé et chasseuse de vampires qu'il a récemment rencontrée. Sia informe Lac qu'elle a en fait de mauvaises nouvelles à partager, et Lac comprend, alors il lui demande d'attendre qu'il soit à l'intérieur pour lui dire. Dans la chambre de Lac, Sia informe Lac qu'elle a enquêté sur les vampires comme il le lui avait demandé, et d'après ce qu'elle peut dire, les vampires préparent quelque chose de vraiment énorme, et pire encore, ils semblent avoir un seigneur vampire suprême à leur tête, et les seigneurs vampires suprêmes sont significativement plus forts que les seigneurs vampires ordinaires, donc il va être beaucoup plus difficile de gérer celui-ci. Elle explique que sa tribu fait tout ce qu'elle peut pour essayer de mettre un terme au complot, mais que son père n'a pas encore retrouvé toute sa force, et que la plupart de leurs forces sont des combattants d'arrière-garde, donc elle craint qu'ils ne finissent par être anéantis. Lac demande si c'est pour cela qu'elle est venue lui demander de l'aide, et elle le confirme, mais il y a en fait une autre chose qu'elle voulait demander à Lac de faire avant de s'occuper du haut seigneur vampire. Lac est surpris qu'il y ait quelque chose d'encore plus important que d'abattre un monstre aussi puissant, alors il lui demande ce que c'est, et c'est à ce moment que Sia révèle que les vampires ciblent récemment un certain poulet, et que ce poulet est très important, donc elle espérait que Lac pourrait le prendre sous sa protection. Elle est parfaitement consciente de l'absurdité de demander à Lac de s'occuper d'un poulet, mais elle l'assure qu'elle n'invente pas cela parce que ce poulet possède le pouvoir de fermer les portails dimensionnels et de se défendre contre les transformations vampiriques. Lac réalise bientôt qu'elle parle de Gerberg, alors il lui dit qu'il a déjà rencontré le poulet dont elle parlait son gardien, et en fait, il a l'impression qu'ils sont en train de l'espionner en ce moment même, alors il s'approche de la porte, et alors qu'il l'ouvre, Célie entre en tombant. Il lui dit qu'il est impoli d'espionner les gens, et Célie essaie de trouver une excuse, mais il n'y a aucun moyen de se sortir de cette situation, alors elle finit par s'excuser. Lucira est également là, alors Lac lui demande d'entrer parce qu'il aimerait le présenter à Sia. Lac se tourne ensuite vers Sia et lui dit que voici Lucira, et que c'est un démon du village chargé de protéger Gerberg, le même Gerberg qu'il tient dans ses bras. Sia a du mal à croire ses yeux car elle ne s'attendait pas à ce que Lac ait déjà trouvé Gerberg, mais Lac dit que c'était une coïncidence s'ils se sont rencontrés alors qu'il était en mission. Quoi qu'il en soit, puisque Gerberg est déjà en sécurité,
il ne reste plus qu'à abattre le Haut-Seigneur vampire, et selon les renseignements que Sia a pu rassembler, le Haut-Seigneur doit se trouver quelque part dans cette région, mais elle ne sait pas exactement où. Locke pense que cette mission va être vraiment ennuyeuse car il faudra beaucoup de temps pour fouiller la région, mais Célie, en revanche, est très excitée car elle trouve que c'est cool d'aller combattre un seigneur vampire. Cependant, Locke lui dit qu'il ne l'emmène pas dans cette mission. Célie est prise au dépourvu et demande pourquoi, alors Locke lui dit que c'est tout simplement trop dangereux pour quelqu'un de son niveau de participer à une mission comme celle-ci. Célie dit que ce n'est pas juste puisque Sia va avec lui et qu'ils sont à peu près égaux en force, mais Locke lui dit que c'est différent parce que, selon les lois de la tribu de Sia, elle est en quelque sorte obligée d'y aller, mais Locke n'est pas à l'aise à l'idée de mettre la fille de son ami dans ce genre de danger. Pour la réconforter, il lui dit qu'il a encore un travail important pour elle et demande à Célie de veiller sur Gerberg pendant son absence. Après tout, il ne peut pas vraiment emmener Gerberg avec lui jusqu'à la porte de l'ennemi. La capitale dispose d'une barrière solide, donc il n'aura pas à s'inquiéter que des vampires de niveau seigneur puissent entrer pour cibler Gerberg, mais il dit à Célie que, même avec la barrière, il a besoin de quelqu'un ici pour veiller sur lui pendant son absence. Célie était d'abord contrariée d'être laissée pour compte, mais maintenant que Locke présente les choses ainsi, elle a le sentiment d'avoir une mission spéciale à accomplir, alors elle accepte de rester et de garder Gerberg pour Locke. À ce moment-là, Goran rentre enfin à la maison, et quand Célie le voit, elle fond en larmes et s'excuse pour la froideur qu'elle a eue envers lui ces derniers jours, et Goran est content que Célie ne soit plus fâchée contre lui, mais il lui dit qu'il n'y a pas besoin de pleurer car cela ne l'a pas tant dérangé que ça. Il est un peu curieux de savoir ce qui l'a mise en colère contre lui au départ, alors il demande à Célie, et elle explique qu'elle pensait que Locke était son enfant illégitime, et quand Goran entend cela, il recrache sa boisson car il n'arrive pas à croire qu'elle ait imaginé une idée aussi ridicule. Si Célie se promenait avec ce genre d'idée en tête, Goran commence à s'inquiéter qu'elle ait pu causer beaucoup de problèmes à Locke, et il se tourne vers Locke pour s'excuser au nom de sa fille. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi Célie aime toujours sauter à des conclusions aléatoires, mais Locke est sûr qu'elle a hérité cela de Goran car il se souvient de nombreuses fois où il a dû gérer les malentendus de Goran lorsqu'ils voyageaient ensemble. Goran commence vraiment à reconsidérer l'idée de laisser Célie devenir aventurière car, à ce rythme, elle pourrait se faire piéger par quelqu'un, mais Locke lui dit qu'il n'y a pas de souci à se faire car il sera là pour surveiller Célie et s'assurer qu'elle ne se retrouve pas en difficulté. Goran est extrêmement heureux d'entendre cela, alors il serre Locke dans ses bras et le remercie abondamment, mais à ce moment-là, Célie revient, et quand elle voit Goran serrer Locke dans ses bras, elle saute à une autre conclusion erronée, alors Locke et Goran sont obligés de passer l'heure suivante à lui expliquer qu'elle a encore tort. Après avoir enfin réussi à faire comprendre le message à Célie, il est temps de revenir au sujet principal, alors Goran demande plus de détails sur la situation des vampires dont Locke avait parlé plus tôt. Locke l'informe que, selon Sia, il y a un haut-seigneur vampire qui tire les ficelles ici, et Goran est choqué en entendant cela car la présence d'un haut-seigneur rend la situation beaucoup plus compliquée. Locke dit qu'ils doivent trouver un moyen d'assurer la sécurité de Gerberg pendant qu'ils attaquent le château du haut-seigneur vampire, et Goran est d'accord, mais puisqu'il avait entendu que Gerberg possède le pouvoir de détruire les vampires, il demande s'ils peuvent lui demander de les aider à vaincre le seigneur vampire, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Lucira explique que le pouvoir de Gerberg ne fonctionne sur les vampires que lorsqu'ils sont en pleine transformation, et bien que sa capacité puisse encore être utile au combat, se battre tout en protégeant Gerberg est bien trop risqué car, si quelque chose tourne mal, l'ennemi pourrait capturer Gerberg. Et il ne voudrait vraiment pas que Gerberg tombe entre les mains des vampires, car si un vampire boit le sang d'un Sarafel, il absorbera tellement d'énergie maudite que le médaillon qu'il porte ouvrira immédiatement une faille dimensionnelle, permettant au dieu démon d'arriver. Locke et les autres sont choqués d'apprendre cela car ils ne savaient pas que les enjeux étaient si élevés, et maintenant ils ne peuvent définitivement pas emmener Gerberg près du champ de bataille, mais ils doivent encore trouver un endroit sûr pour le garder. À ce moment-là, Goran suggère qu'il pourrait demander de l'aide à Eric, et alors qu'il dit cela, Locke se souvient qu'Eric est maintenant le roi, donc s'il lui explique la situation, il ne devrait avoir aucun mal à protéger Gerberg au palais royal. Goran envoie immédiatement un messager au palais pour informer Eric qu'ils arrivent, et un peu plus tard, ils arrivent tous au palais royal et sont dirigés vers une salle d'attente. Un peu plus tard, Eric entre avec ses deux filles, Marie et Charlotte, et il les a amenées parce qu'elles meurent d'envie de rencontrer Locke depuis qu'Eric leur a dit qu'il était revenu. Locke est heureux de rencontrer les enfants de son cher ami, et Marie est tellement excitée car Locke est son héros, et elle a grandi en entendant tant d'histoires sur lui. Elle demande même à Locke de signer son livre d'images sur lui, mais Locke est stupéfait quand elle dit cela car il n'avait aucune idée qu'il avait des produits dérivés. Sia est surprise que Locke ne connaisse pas les livres d'images alors qu'ils sont si célèbres, mais après tout, il est logique qu'il ne soit pas au courant puisqu'il n'a pas été présent ces 10 dernières années. Tout le monde lui explique que pratiquement tous les enfants du royaume ont grandi en entendant des histoires sur les exploits héroïques de Locke, et son livre d'images est pratiquement un incontournable domestique à ce stade, et même Gerberg adore ce livre.
Même si cela montre à quel point les gens aiment et respectent Locke, il trouve quand même un peu étrange d'avoir une base de fans aussi semblable à un culte. À ce moment-là, Marie s'approche de Lucira et lui demande s'il est acceptable qu'elle touche Gerberg car il a l'air si duveteux et câlin, et Gerberg ne semble pas y voir d'inconvénient, alors Lucira la laisse le toucher autant qu'elle veut, et Charlotte se joint à elle. Elles s'amusent beaucoup toutes les deux, mais il y a encore beaucoup de choses à discuter, alors Goran demande à Célie d'emmener Marie et Charlotte dans une autre pièce et de jouer avec elles pendant un moment. Une fois qu'elles sont parties, Eric remercie Locke d'avoir pris le temps de rencontrer ces petites filles car elles avaient vraiment hâte de le rencontrer, et bien que Locke ne comprenne peut-être pas l'importance de ce qu'il a fait pour elles, chaque personne sur ce continent doit sa vie paisible actuelle au sacrifice que Locke a fait. Et cela inclut à la fois Goran et Eric, car aucun d'eux n'aurait pu voir ses enfants grandir ainsi sans Locke. Locke est heureux d'apprendre qu'il est vraiment apprécié par tous les habitants de cette nation car cela signifie que son sacrifice en valait la peine, mais en y repensant, il se souvient qu'il y avait un autre membre du groupe de héros, et il n'a pas vu Luffy du tout depuis son retour. Eric explique que Luffy voulait venir voir Locke après avoir appris qu'il était de retour, mais elle a été très occupée à diriger l'ordre sacré du royaume, donc elle n'a pas eu l'occasion de quitter la cathédrale depuis un moment. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Célie et les filles ont été conduites par la servante, Rowana, mais Rowana semble avoir des intentions sinistres car ce ne sont pas les yeux d'une personne innocente. Du côté de Locke, il vient de finir de mettre Eric au courant de tout ce qu'ils ont appris jusqu'à présent, et Eric est naturellement choqué quand il découvre que les vampires prévoient d'ouvrir une faille dimensionnelle pour que les dieux sombres puissent envahir ce royaume. Locke dit à Eric qu'ils doivent prendre soin de s'assurer que les vampires ne mettent pas la main sur Gerberg, car boire son sang leur permettrait d'ouvrir le portail immédiatement, et Eric comprend, alors il leur dit qu'il fera des préparatifs pour garantir que Lucira et Gerberg restent en sécurité au palais. Cela étant pris en charge, Locke et Sia sont maintenant libres d'aller affronter le Haut-Seigneur vampire, mais en parlant du Haut-Seigneur, Eric demande à Locke s'il a réellement un plan pour la façon dont ils vont le vaincre. Locke dit qu'il a effectivement un plan, et il explique qu'il va essentiellement rassembler un groupe de guerriers bêtes, et ensuite, une fois qu'ils seront tous en position, lui et Sia chargeront directement dans la base des vampires. Eric et Goran lui disent que ce n'est pas vraiment un plan, mais Locke pense que c'est plutôt bien parce que cela attirera tous les seigneurs vampires ordinaires vers lui et Sia, et pendant que tous ceux-là seront distraits, ce serait l'occasion parfaite pour les guerriers bêtes de frapper le Haut-Seigneur. Goran convient que la stratégie pourrait fonctionner, mais il pense qu'il serait préférable que les guerriers bêtes servent de diversion pendant que Locke s'occupe du Haut-Seigneur. Locke demande pourquoi, puisqu'il voulait prendre la partie la plus dangereuse du travail, et il est à peu près sûr qu'affronter une horde de seigneurs vampires est bien plus difficile qu'affronter un seul Haut-Seigneur vampire, mais bien que cela soit vrai, Goran ne pense pas que les bêtes seraient capables d'abattre le Haut-Seigneur sans Locke. Donc c'est lui qui doit attaquer le Haut-Seigneur. Malheureusement, un tel plan signifierait que quelques bêtes perdraient inévitablement leur vie au combat, mais Sia dit que c'est un prix qu'ils sont prêts à payer car arrêter le Haut-Seigneur vampire est extrêmement important. Goran aurait aimé envoyer des renforts de la guilde pour aider au combat, mais puisque les vampires ont la compétence de charme à leur disposition, envoyer des humains mènerait à un désastre, car, contrairement aux bêtes qui sont immunisées contre le charme, les humains sont facilement hypnotisés, et si un humain est charmé, il est très difficile de le remarquer immédiatement, ce qui est exactement ce qui est arrivé à la servante, car il semble qu'elle ait été charmée par les vampires. L'avance est qu'elle ait été piégée en enfermant Célie et les filles dans une pièce où un portail a été installé pour permettre à 3 vampires mineurs d'apparaître. Les vampires mineurs ont évidemment l'intention de prendre Gerberg, et en ce moment, Célie n'a pas son épée pour se défendre, mais elle refuse de laisser ses vampires blesser les filles ou Gerberg. Alors elle improvise et transforme un bougeoir en lance de fortune avant de charger contre les vampires mineurs. Les vampires tentent de charmer Célie, mais elle l'avait déjà anticipé, alors elle se couvre les yeux juste à temps pour l'éviter, et elle utilise ensuite le bougeoir pour tenir les vampires à distance. Elle fait un excellent travail au début, mais il n'y a que ce qu'un bougeoir peut supporter, alors il finit par se briser, et Célie se retrouve à nouveau désarmée. Les vampires s'apprêtent à attaquer de nouveau, mais à ce moment-là, une explosion les renverse car Locke a entendu le vacarme et s'est précipité dès qu'il a réalisé que quelque chose n'allait pas.